Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Pour la 4e fois, nos deux invités ont travaillé à 4 mains. Toutes deux dessinatrices BD, elles ont découpé en 5 parties leur ouvrage pour adapter en planche le premier roman de l'écrivaine George Sand publié en 1832. Un roman féministe qui dépeint la société du début du 19e siècle, dénonce la place des femmes dans cette société, questionne le mariage et l'expression des désirs féminins. Indiana est publié aujourd'hui aux éditions d'Argo. Bonjour Catel, bonjour Claire Bouillac. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans les Midis de Culture. Alors comme vous êtes deux, on avait décidé de vous poser cette première question, la question de votre rencontre. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Je ne vais pas divulgacher en disant que c'est certainement au Festival d'Angoulême. Mais oui, comment le savez-vous? Alors qui est allé voir qui en premier? Comment ça s'est passé? Je ne sais plus exactement comment on s'était croisés au festival même, mais comme on est voisines physiquement, on s'est retrouvés dans le métro. Au retour du festival. Moi, je me rappelle que j'avais un gros carton dans les mains, j'avais un prix. J'avais reçu un prix pour une bande dessinée et donc j'ai demandé à Claire de m'aider à porter ce carton qui était lourd. On était dans le même train, le même wagon de retour et on a commencé à discuter, à rigoler et puis on s'est plus jamais quitté. Voilà. Mais vous connaissiez déjà le travail de l'un et de l'une et de l'autre ? Oui, bien sûr, oui. Bah, on se tient un petit peu au courant de ce qui se passe dans la BD en général. Et moi, j'aimais bien. Catel était passé une fois à Fluide Glacial aussi, faire des dessins dans les marges. Donc, je l'avais croisé, mais c'était vraiment. Voilà, on s'est croisés plusieurs fois, mais on se connaissait pas et on s'était même pas rendu compte qu'on était voisines à Paris. Oui. Et donc, c'est à cette occasion, en rentrant, que on s'est rendu compte que non seulement on était voisines géographiquement, mais voisines d'esprit, d'âme, de rigolade. Et vraiment, on s'est plus quittés. C'était un coup de foudre d'amitié. C'est une amitié. C'est ce que j'allais dire, qui naît. Mais alors, justement, est-ce que les amis travaillent ensemble? Comment est-ce qu'on franchit ce gap de se dire on va travailler ensemble? Alors, c'est compliqué de savoir si on va pouvoir travailler avec des amis ou si on va pouvoir être amis avec des gens avec qui on travaille. C'est pas évident. On a commencé un petit peu sur des œufs, toutes les deux. Catel travaillait sur une série qui était régulière. Elle m'a proposé de faire des scénarios. Et puis après, petit à petit, de travailler de plus en plus. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on s'apercevait que ça marchait très très bien et qu'en plus, c'était très agréable. Et qu'on était vraiment d'accord sur beaucoup de choses. Alors, on a continué, on a fait pire en pire. Ou de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. Mon Dieu! Il l'a tué! Moon! Il l'a tué! Moon, que s'est-il passé? Calmez-vous et tâchez de nous expliquer... Monsieur Delmar l'a tué! Mais ici! Posez-le sur le plancher. Georges! Vous avez tué un homme. Oh, tué? Taisez-vous tous! Mais il est inerte! Il est mort! Il n'est qu'évanoui. Voilà. Tiens-la-moi près de la tête du blessé que je puisse enlever le sang qui colle ses cheveux sur son front. Bien. Madame Indiana, il ne va pas mourir. Dites-moi, il ne va pas mourir. Mais non. Les blessures me paraissent superficielles, grâce à Dieu. Indiana, je trouve que l'état de ce monsieur vous affecte beaucoup trop. Votre inquiétude au sujet de cet étrange visiteur nocturne est tout à fait déplacée. Qu'est-ce qui vous prend, Georges? Vous avez l'air très fatigué. C'est vous qui allez vous évanouir. Je vous serais reconnaissant d'aller vous reposer et de laisser cet homme aux soins de votre femme de chambre. Très bien. Moon? Oui, madame. Veille sur lui. Et n'hésite pas à venir me chercher si tu le juges nécessaire, n'est-ce pas? Bien, madame Indiana. Extrait de l'adaptation pour une émission de radio, l'émission Petit Théâtre de Nuit, diffusée sur Inter en 1970, du roman donc Indiana, signé George Sand. Scène d'ouverture du roman qui permet de faire évidemment connaissance avec tous les personnages. On est en 1830. Indiana, qu'on a entendu, c'est cette jeune femme de 19 ans qui est donc mariée à un vieux colonel assez irascible qui s'appelle Delmar. Indiana qui s'ennuie profondément et qui va donc rencontrer ce fameux voisin, Raymond de Ramière, que son mari a failli tirer au fusil alors qu'il s'aventurait dans le parc de leur maison. Catel ou Claire Bouillac, qui a découvert en premier ce roman de George Sand, qui est son premier roman en tant que George Sand, mais qui n'est pas le plus connu? Catel.
Qui l'a découvert en premier parmi vous? Alors, je dois dire que c'est Claire qui était passionnée par le roman Indiana. Elle m'en a parlé en premier. Et moi, j'étais passionnée par George Sand. Donc, à nous deux, je pense qu'on faisait la paire pour s'occuper de ce roman qui, en effet, est très intéressant. D'abord, c'est le premier grand roman qu'elle a écrit toute seule. C'est un roman féministe sur les conditions de la femme à ce moment-là. C'est, en creusant un peu l'histoire, tout à fait un reflet de sa vie personnelle. Donc, il y avait tous les ingrédients pour que ça rentre dans, je dirais, les sortes de séries, de collections qu'on est en train de créer avec Claire, qui est de revisiter des grands textes classiques de la littérature française féminine, qui finalement est assez réduite actuellement dans les livres d'histoire de littérature, alors qu'il y a eu beaucoup d'autrices, d'écrivaines, mais de plus ou moins connues. Alors nous, on part sur des assez connues quand même, mais qui ne sont pas forcément toujours lues. Par exemple, je crois que tout le monde connaît bien le nom de George Sand, mais combien de personnes ont vraiment lu Indiana? Voilà. Oui, on lit plutôt La Petite Fadette, on lit plutôt François le Champy. François le Champy, en effet, qui sont les plus connus, qui ont été aussi une manière de réhabiliter George Sand à un moment donné, parce qu'Indiana était interdit dans certains pensionnats de jeunes filles parce que c'était trop passionné et qu'il fallait pas leur donner de mauvaises idées. Et moi, c'est vrai que au départ, j'avais lu Indiana suite à la lecture de Benoît de Groux qui en parlait dans ses livres. Et moi, j'aime beaucoup cette partie de l'œuvre de George Sand, en particulier. Même si j'aime beaucoup aussi La Mare au diable, mais c'est vrai que c'est pas le même genre. Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il y en a un qui est plutôt enfantin et l'autre assez romanesque, oui, ça correspond à des moments de la vie de George Sand, donc on ne peut pas comparer parce que c'est à la fin de sa vie qu'elle revient à des choses plus douces, plus gentilles, plus aimables, parce qu'elle a fini de se battre. Mais donc là, c'est vraiment la période de révolte où le féminisme démarre en fait, dans le 19e siècle, les premiers mouvements d'émancipation des femmes, et elle est vraiment à l'origine de cette émancipation. Elle disait dans une lettre qu'elle avait écrite à l'un de ses amis: « Je ne connais pas de sujet plus difficile à exposer en peu de mots et plus ennuyeux à première vue. C'est de la vie ordinaire, c'est de la vraisemblance bourgeoise. » C'est ça qu'on voit. Alors, dans le cœur de votre bande dessinée aussi, parce qu'on va expliquer qu'elle est divisée en plusieurs parties. Il y a un prologue, un épilogue, on va y revenir dans un instant. Mais sur l'histoire de George Sand, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman? Comme le disait tout à l'heure Catel, c'est vraiment comme ce qu'on cherche à faire un petit peu dans cette série qu'on a commencé avec La Princesse de Clèves, avec l'écrivaine et son héroïne. On retrouvait aussi cette fougue qu'avait George Sand, qu'on lui niait un petit peu sur la fin de sa vie quand on parlait de la bonne dame de Nohant. Et nous, ça nous paraissait être... déjà, c'est le premier livre qu'elle a écrit vraiment seule. Et ça nous paraissait être très intéressant de faire connaître toute cette partie dont on parle pas, en fait, dont on parle très peu. J'ai une question parce que vous parlez de série. Qu'est-ce que vous avez en tête pour cette série? C'est-à-dire que c'était conscient de faire une série ou c'est juste une envie et puis tout à coup, en fait, vous avez envie d'adapter des classiques, donc ça va devenir une habitude? C'est empirique, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a quelques années à travailler avec Mylène de Mongeau, rien à voir, qui est écrivaine, qui a écrit sur l'histoire de sa mère, et donc on avait fait une adaptation de son autobiographie. Ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin, et après on s'est lancé dans les écrivaines connues de notre histoire, comme je vous disais, et on a commencé par le grand classique et La Princesse de Clèves, pas forcément facile à lire pour un certain nombre de jeunes, et peut-être qu'en bande dessinée, on pouvait arriver à faire quelque chose de lisible, de plus facile d'accès, parce qu'il y a l'image, et que parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, notamment sur des longues descriptions, qui en un dessin sont réglées. Quand il s'agit d'un château avec des gens habillés d'une certaine façon, on le dessine, ça y est, c'est compris. Et on s'est vraiment concentré sur les dialogues et sur l'histoire. Là, pareil pour Indiana. Et bientôt, là, on va travailler sur Colette aussi. Donc, c'est quel roman vous allez prendre de Colette? Gigi, on a commencé déjà. Je suis déjà sur le dessin. Voilà, et voilà, c'est donc dans ce sens-là une série, mais on s'est pas dit on va faire une série. C'est parce qu'on a fait le premier qui a bien fonctionné, qui a eu un bon accueil, et ainsi de suite, et toujours plus, qu'on a eu envie, ça nous a motivés pour continuer dans cette direction et faire redécouvrir ces grands textes de femmes et les mettre aussi en rapport avec la vie de l'écrivaine à chaque fois, l'autrice et son héroïne, parce qu'évidemment, il y a un rapport qui est très étroit entre la propre vie et la vie imaginaire. Et comment vous expliquez ce succès de ces séries-là, en fait, enfin de ces BD où il s'agit de relire un classique qui est déjà un texte et de le faire sur un autre médium qui est la BD, et de textes de femmes? Qu'est-ce qui plaît comme ça? Il vient d'où l'engouement selon vous?
Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, quand même, de réhabiliter, on le sait, on le voit partout, des histoires de femmes, c'est très important. Moi, ça fait des années que je le fais avec Josélie Bocquet dans nos biographiques sur des femmes de l'histoire, que ce soit Olympe de Gouges, Joséphine Baker qui finalement a été panthéonisée, ou Alice Guy qui est remise dans l'histoire du cinéma. Donc c'est important de revisiter notre histoire qui manque sérieusement d'héroïnes, parce que des héros... Des héros, on en a des héros, on en a pléthore. Sans Z avec un on en a de Vercingétorix à Charles de Gaulle, en passant par tous les rois Louis, Napoléon, etc. Mais les femmes, elles sont quand même beaucoup moins nombreuses, entre Jeanne d'Arc qui s'est fait brûler ou Marie-Antoinette qui s'est fait décapiter. C'est pas forcément des modèles auxquels on a envie de ressembler. Et on se rend compte que dans la littérature qu'on nous apprend à l'école, c'est pareil. Il n'y a pas tant d'autrices que ça, tant d'écrivaines, d'ailleurs qui s'appelaient écrivains jusqu'à il y a pas longtemps. Ça a été féminisé par Benoît de Groux, et heureusement qu'on puisse enfin aussi nous se projeter dedans. Et il y a un grand besoin, je pense, et une envie pour les femmes, les jeunes filles, de trouver des modèles. Et donc ces textes qui racontent l'histoire des femmes sont fondamentaux, je pense, nous pensons, pour que un public féminin, qui est quand même la moitié du genre humain, puisse se projeter et puis s'identifier et comprendre mieux l'histoire. Là, par exemple, Indiana, elle raconte quand même l'histoire de cette femme oppressée dans son couple qui cherche à s'émanciper. Et finalement, George Sand est très ami avec Flaubert, et Flaubert va écrire Madame Bovary quelques années plus tard, qui est à peu près la même trame, mais Madame Bovary va rester dans l'histoire de la littérature et Indiana beaucoup moins. Et Indiana a eu à sa sortie plus de succès que Notre-Dame de Paris, qui est sortie en même temps, ce qui est quand même extraordinaire. De Victor Hugo, oui. De Victor Hugo. Et depuis, ça n'est plus du tout le cas. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une approche de la littérature qui peut être compliquée à certains âges, parce que on en a moins l'habitude. On est aussi dans une société de l'image, de la rapidité, de l'immédiateté. Pour beaucoup de nous, au départ, ce qui nous a décidé aussi à adapter La Princesse de Clèves, c'était les enfants de Catel qui, à cette époque-là, venaient de le lire. Sa fille venait de le lire. Puis finalement, elle nous parlait de ce qui se passait dans le bouquin, mais elle l'avait pas vu, que la gamine avait 16 ans, etc. Là, c'est une petite jeune fille de 19 ans qui vit des choses les jeunes filles de maintenant sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé, mais c'est intéressant pour elles de pouvoir avoir une porte ouverte sur un livre par des médias qu'elles connaissent peut-être un petit peu mieux ou qui les effraient moins. Et après, ça les empêche pas de lire, parce que c'est complètement autre chose. C'est toute une adaptation. C'est comme au cinéma, quand on adapte, ça n'empêche pas C'est une porte d'entrée. Au contraire, ça doit les stimuler à avoir envie d'en savoir plus et de découvrir la vraie langue. De l'écrivaine. Alors justement, comment vous travaillez? C'est ça qui nous intéresse. Je disais tout à l'heure que le roman en tant que tel, c'était le centre, le cœur de cette bande dessinée, qu'il y avait un prologue et un épilogue pour faire justement apparaître et mettre en contexte George Sand. J'imagine, Catel, puisque c'est vous qui avez travaillé sur ces deux parties au début et à la fin, qu'il était inimaginable pour vous de ne pas mettre George Sand dans cette bande dessinée. Surtout depuis le début, on le fait en fait naturellement. On s'est dit que sortir le roman de son contexte, c'est lui enlever quelque chose. Ce qui nous paraissait très intéressant à toutes les deux, c'est de montrer que finalement l'écrivaine, elle raconte sa propre histoire, un peu déguisée, à peine voilée quand même, mais c'est sa propre histoire. Et donc de faire le rapport entre son histoire et la fiction, c'est très intéressant. Ça nous la rend beaucoup plus réelle. Et cette petite jeune fille dont Claire parlait, de 19 ans, eh bien c'est toutes les petites jeunes filles de l'époque, mais encore d'aujourd'hui. Les sentiments, la passion n'a pas changé. Alors le contexte politique, social, lui a changé. Mais finalement, les émotions, les sentiments sont toujours les mêmes et on peut encore s'identifier, on peut comprendre, on peut ressentir. Et c'est important, je pense, de mettre en rapport justement celle qui crée et le personnage qui en ressort. Comment vous travaillez pour entrer dans les coulisses de votre collaboration à quatre mains? Il y a quelqu'un qui vous découpez d'abord en fait le roman, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous en faites? Déjà, vous le lisez chacune de votre côté. Oui. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur le roman. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Non, oui, mais d'ailleurs, on pourrait très bien interroger George Sand, mais on pourrait y revenir plus tard. Mais donc, c'est-à-dire que vous lisez chacune le roman et vous faites comme un club de lecture. Oui. Où vous dites, il y a tel. On lit même plusieurs romans pour savoir lequel sera le plus adaptable. Oui. Lequel correspond le mieux à la vie. Justement, puisqu'on a un axe, c'est quand même dans quel roman l'autrice se dévoile le plus. C'est pas dans La Petite Fadette ni La Mare au Diable, c'est forcément dans Indiana, c'est son premier, elle est jeune, elle a l'âge de son héroïne, et c'est évident. Et en plus, c'est le plus fort.
Donc, d'après nous. Donc, c'était assez évident. Mais il a fallu lire tous les autres pour faire un choix. Ce qui a dû se poser aussi d'ailleurs pour Colette, parce que je pense à Colette. Là, pour Absolument. le coup, le choix a dû être beaucoup plus compliqué à faire. On s'est attrapé le chou. Vous êtes déchirés. Vous pouvez pas vous imaginer, ça a été affreux. On a les cheveux plus courts maintenant, parce que ça a été affreux. Colette, de toute façon, elle se raconte très souvent à différents moments de sa vie. Donc, on aurait pu choisir des moments différents. On a finalement opté pour un moment qui est sa jeunesse, parce que aussi la jeunesse, ça raconte beaucoup. Hein. C'est encore la naïveté, c'est la spontanéité, et c'est son premier engagement finalement et d'écrivaine et d'héroïne dans la vie. Mais on aurait pu choisir le moment où elle était mariée, où elle a une histoire avec son beau-fils. Enfin, il y avait plein d'histoires incroyables dans Colette, où quand elle avait une histoire avec une femme, il y avait pléthore de choix. C'était pas le cas trop pour Georges, où vraiment c'était évident que c'était Indiana et rien d'autre. Donc vous aviez envie de George Sand avant du texte finalement. C'était George Sand qui devait. Là, oui, dans ce cas de figure, contrairement à la princesse de Clèves, où c'est la princesse de Clèves qui nous a embarqués, parce qu'on s'est dit, justement, quand ma fille pour le bac avait un peu du mal à lire et qui s'en est accommodée, mais qui a dit ça aurait été bien s'il y avait une bande dessinée. Et finalement, quand le fils de Claire a passé son bac, il y avait la bande dessinée. Il a eu une bonne note à l'oral. Mais voilà, on s'est dit que pour nos enfants, c'était important de les amener à la lecture par ce biais-là, à la lecture compliquée. Et c'était vraiment la princesse de Clèves qui nous a ouvert la porte à cela. Oui, qui a construit un petit peu notre idée de série, comme on disait, oui, voilà. À partir de ce livre-là, oui. Alors, il y a évidemment le récit de George Sand et du coup, on a envie de vous demander, l'adaptation, c'est aussi une interprétation, c'est aussi votre façon de voir les choses, votre façon d'imaginer, puisque vous dessinez, vous allez nous montrer des choses avec votre style. La langue, les dialogues, par exemple, est-ce que vous en écartez? Est-ce que vous voulez absolument rester au plus près de ce qu'a écrit George Sand? Comment ça fonctionne? Claire Bouillac. On fait des choix au départ. On s'est posé la question de se dire est-ce qu'on adapte dans une langue plus moderne ou est-ce qu'on garde la musicalité de l'autrice. Bon, c'est ce qu'on a choisi sur La Princesse de Clèves et aussi sur Indiana. Et chaque fois, ce sont des problématiques différentes auxquelles on est confronté. Par exemple, dans La Princesse de Clèves, on n'avait fait que des dialogues. Et là, avec Indiana, George Sand a vraiment des digressions parfois qui sont très drôles, mais qui peuvent durer très longtemps. Et on avait vraiment envie de conserver elle fait des digressions sur les hommes, sur la société, et elle a beaucoup d'humour dans ces moments-là. Et on n'avait pas envie de perdre cette partie-là, donc on a fait le choix de mettre une voix off. Et ça a été une difficulté très différente d'autres adaptations, parce que il fallait qu'on ait un rapport entre le texte et l'image qui n'est pas aussi évident dans le livre, puisqu'elle se permet de partir pendant 2 pages sur autre chose. Oui, quoi. Et là, on retrouve dans votre bande dessinée, d'ailleurs, des pages où il n'y a plus de dialogue, on voit des scènes et il y a des bandeaux. Il y a une double narration, en fait, parce que il y a les dialogues, bien sûr, au premier degré, mais il y a toujours cette voix analytique qui est en train de faire une analyse de ce qui se passe avec humour, parfois même sarcasme. Hein. Ah oui. Elle n'y va pas par l'eau de la cuillère. Et cette double lecture est très intéressante et on ne voulait pas la perdre. Mais c'est vrai que comme il y a l'image en plus, il fallait arriver à trouver le langage graphique pour à la fois faire le dialogue et à la fois faire l'analyse en fait en voix off. Le langage graphique et aussi le rapport entre les deux qui ne soit ni redondant ni complètement rien à voir, quoi. C'était assez compliqué. Et sur l'ambiance aussi, on sait que George Sand elle avait beaucoup travaillé sur les descriptions, puisqu'à un moment donné dans le récit on part sur l'île Bourbon qui est l'actuelle île de la Réunion. Elle avait beaucoup travaillé pour savoir à quoi cette île ressemblait puisqu'elle n'y avait pas été. Ça vous a aidé vous aussi dans ses descriptions, sa façon de raconter? Oui, alors tout à fait. Alors moi j'étais à l'île Bourbon, donc je connaissais bien, j'ai fait beaucoup de dessins là-bas. Mais Claire n'y était pas et je l'ai harcelée, je l'ai fouettée pour qu'elle dessine tous les détails. Et elle l'a fait magnifiquement parce que c'est plus vrai que nature. Oui, j'ai demandé à des amis qui sont allés là-bas de m'envoyer des photos. J'ai beaucoup travaillé d'après photos et en fait j'étais un peu comme George Sand. J'y suis pas allée à partir de descriptions. Exactement. Je me suis vraiment sentie comme elle à ce moment-là. J'ai imaginé des choses et c'était très marrant d'être dans sa peau dans ces moments-là. À qui prend le dessus?
quand c'est comme ça entre vous deux? Est-ce qu'il y a Catel qui vous dit là il manque quand même pas mal de choses, il faudrait que tu fasses comme ça? Non, ou alors c'est toujours moi qui commande. Non, c'est toujours moi qui commande. C'est toujours vous, Claire Bouillac, qui commandez. D'accord. Oui, parce que je suis odieuse. C'est pour ça. C'est parce que je suis un dragon et que non, pas du tout. Non, l'avantage c'est comme on écrit, on dessine toutes les deux. On a vraiment quand on écrit, alors parfois on se chicane sur un mot, c'est drôle parce que c'est vraiment de la dentelle parfois. Et puis bon, on est obligé de moderniser un peu tout de même le vocabulaire parfois qui a pu changer de sens ou des phrases qui sont un peu alambiquées. Mais très très peu en réalité. Très peu, oui. C'est par exemple sur des mots comme maîtresse qui n'avaient pas le même sens aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà, on donne un exemple concret parce qu'on essaye d'être le plus proche possible de la langue de l'autrice quand même. Ça, il faut le dire. C'est vraiment très 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 fidèle. Après, il faut faire des compressions parce que c'est de la bande dessinée. Voilà, donc on enlève des mots, on enlève des descriptions, mais on garde l'essence de la langue. Et alors, quand vous dites que vous vous chicanez sur un mot, vous avez un exemple? Eh ben, c'est plutôt sur des phrases, si vous voulez, par exemple, enfin, sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on comprend dans le texte, et toutes les deux, parfois, on comprend pas exactement la même chose. Donc, soit on se convainc l'une l'autre, ce qui peut arriver, soit on fait un compromis entre les deux. Un combat, j'ai eu peur. Soit un combat. Parfois aussi, oui. Et bon, ça nécessite justement une grande entente et vraiment une communauté d'idées parce que on arrive à trouver la phrase et c'est formidable quand on y arrive. C'est un vrai bonheur, quoi. Et après, comme on dessine toutes les deux, quand comme vous posiez tout à l'heure la question de savoir comment on travaillait, donc on fait un premier découpage. Ensuite, on va faire un storyboard toutes les deux. Et donc, on va être toutes les deux en train de dessiner avec des patates, avec des grandes masses, notre bande dessinée. Et c'est là qu'on va travailler vraiment les dialogues et le texte. Et comme toutes les deux on dessine, on va projeter des images qui ne vont pas être forcément ce qu'on aurait fait l'une sans l'autre. Et c'est vraiment un livre à quatre mains dans cette mesure-là. C'est pas un scénariste d'un côté, un dessinateur de l'autre. C'est vraiment on joue sur les séquences, le cadrage, l'ellipse, parce que la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. Donc, c'est la façon de raconter, d'arrêter, de montrer. Est-ce que ça va être un gros plan, un plan serré, un plan large? Est-ce qu'on va se développer sur plusieurs cases ou au contraire, une grande image avec plusieurs bulles? Donc, tout ça, ça se décide au moment du découpage, du storyboard, qui est exactement le même travail qu'au cinéma. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Je comprends rien aux hommes, jamais rien compris. Plein de femmes m'ont dit qu'il n'y avait rien à comprendre, mais je sais pas, peut-être par romantisme, je me plais à croire qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais j'ai renoncé, naturellement. Mais j'ai toujours eu l'impression, par contre, de comprendre les femmes, ce qui est faux. Je m'aperçois maintenant que je comprends un type de femme, mais pas du tout les femmes. Mais enfin, je suis plus intéressée par les femmes. Je trouve que c'est plus divers, c'est plus, je sais pas, c'est plus intéressant. Il y a une espèce de fraternitude, si vous voulez, dans mon attitude. C'est-à-dire que une espèce de sympathie a priori, qui n'est pas toujours justifiée, naturellement, mais je sens les femmes comme une collectivité dont je fais partie. Par la force des choses, c'est pas par goût ni par choix, naturellement, mais c'est comme ça. La dessinatrice Claire Bretéché dans À voix nue sur France Culture en mars 1996. Elle utilise le terme fraternitude. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a un mot qui le remplace. Vous l'avez trouvé d'ailleurs. La sororité. Oui, bien sûr, la sororité. Benoît de Groux en parlait beaucoup. Elle était amie avec Claire Bretéché. Et oui, Claire et moi, c'est ce qui nous réunit. Je crois que quand on s'est rencontrés, le coup de foudre d'amitié, c'était vraiment la sororité, l'impression de se connaître depuis toujours et d'avoir envie de raconter des choses qui nous ressemblent et qui nous touchent. C'est vraiment ça. Et Claire Bretéché, c'est notre modèle à tous, toutes dessinatrices de bande dessinée. Vous vous sentiez seule avant de vous rencontrer dans ce milieu qui pouvait être très masculin et qu'il est encore beaucoup de la BD ? Oui, pour le coup, ça l'est moins qu'au départ, mais moi je suis arrivée dans la bande dessinée par Fluide Glacial, donc autant vous dire que c'était pas très féminin. Maintenant, il y a plus d'autrices femmes, mais à l'époque, j'étais la seule qui était vraiment dans l'équipe de base, donc... Oui, c'était assez masculin, oui. Mais Claire Bretéché, qui a ouvert la voie aux dessinatrices de bande dessinée, quand on regarde tout ce qu'elle a fait, Agrippine dans les années 80-90, c'est la première héroïne féminine. En fait, il n'y a pas dans la bande dessinée, les héros sont tous des petits garçons au début, et puis elle aborde aussi ou des beaufs. Et puis elle aborde aussi des thèmes féminins, précurseurs, les mères, mais une BD sur la maternité, ou encore le destin de Monique en 83 sur les mères porteuses.
Quand vous l'avez découverte, vous, Catel, je sais qu'il y en avait des bandes dessinées de Claire Bretéché chez vous, non? Quand vous moi, j'ai grandi avec Claire Bretéché, c'est-à-dire que je lisais beaucoup de bandes dessinées diverses et variées. J'ai commencé par Goscinny, tout ce qu'il a pu écrire, de Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas. Mais quand j'ai découvert Claire Bretéché, je me suis dit, c'est ça le métier que je veux faire, c'est Claire Bretéché. Parce que c'était la seule, l'unique modèle. Mais comment est-ce qu'on devient Claire Bretéché? On peut pas être Claire Bretéché, de toute façon, elle est inatteignable sur tous les plans. En plus, elle était hyper belle. Enfin, c'était impossible d'être comme elle. Mais en revanche, elle avait quand même créé un univers que j'adorais. Je me disais, peut-être que je peux dessiner dans des journaux. Je vais aller chez Bayard Presse comme elle, présenter des petits dessins dans la presse. Voilà, j'ai commencé petit à petit. Et j'avais quand même l'envie de faire de la bande dessinée. Je m'étais présentée à Fluide Glacial, d'ailleurs, avec mon ami Blotch qui y travaillait. Et puis, je me suis enfuie tout de suite parce qu'il y avait que des mecs. Alors ça m'intéresse. Comment vous êtes partie, Catel, et vous, Claire Bouillac, vous avez réussi à rester dans cet univers. Vous l'avez dit, vous étiez la seule femme dans l'équipe de base. Oui, en plus, quand je suis arrivée, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Ça leur a fait drôle. Hein. Mais comment ils vous ont accepté alors? Parce que j'étais très bonne. Mais Catel aussi, sauf qu'elle est partie. Mais moi, je suis restée parce que... Contrairement à Catel, j'ai pas du tout pensé que je pouvais faire de la bande dessinée, ni même de l'illustration de livres au départ. Je lisais Pif Gadget, donc j'étais pas spéciale. Et puis quelques BD, mais beaucoup avec des hommes et puis tout ça. Et je pensais pas que c'était possible. Ce qui fait que j'ai fait une école d'art et tout ça. Et je suis passée par le dessin animé qui était aussi particulièrement masculin. Donc en fait, pour moi, c'était pas spécialement impressionnant d'arriver à Fluide Glacial. Enfin, pas plus que ça. Je pense que ça les a plus impressionnés eux que moi au départ, peut-être. Et puis, du coup, je suis restée et voilà. Et j'ai continué, mais j'étais déjà un petit peu dans la bande dessinée. Je travaillais chez Cornelius aussi déjà. Et ça a été difficile de vous faire une place chez Fluide Glacial et auprès de cette équipe de Fluide Glacial? Alors non, j'ai été plutôt bien accueillie. Ils étaient très très chics, un peu étonnés, un peu perplexes parfois. Ils savaient pas toujours comment me parler et s'il fallait passer par mon scénariste ou quoi. Mais en gros, ça s'est plutôt bien passé. Vous nous faites rire parce que on n'imagine plus du tout ça aujourd'hui. On se dit que les femmes ont une place dans la bande dessinée, mais effectivement qu'à l'époque, quand vous avez débuté, on se dit quoi? Que autrice de BD, j'ai dit autrice, à l'époque ça n'existait même pas. C'est inatteignable comme profession, ou alors vous, Catel, vous vous êtes dit non, moi je veux vraiment faire ça, donc j'y arriverai. À l'époque, c'est horrible. Non, moi j'ai l'impression que c'était très très compliqué. Il n'y en avait pas, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de modèles. Il y en avait quelques-unes, bien sûr. Il y avait Florence Testac, il y avait Annie Götzinger, il y avait Chantal Montelier, mais c'était quand même extrêmement difficile. Il y en avait peut-être 1%, c'était rien du tout. Aujourd'hui, il y a 30 ou 40% de femmes quand même. Ça change énormément et exponentiellement très vite. Moi, je me suis réfugiée directement dans la littérature jeunesse, où il y avait beaucoup de femmes. Là, c'était tout à fait... En illustration. En illustration. Et d'ailleurs, j'en fais toujours. Là, je travaille avec Anne Goscinny et c'est formidable. J'adore ça avec Le Monde de Lucrèce. Mais j'avais toujours cette envie tenace de faire de la bande dessinée. Et je me suis accrochée. Et c'est d'ailleurs avec une copine, Véronique Grissot, qu'on a présenté un scénario aux Humanoïdes Associés, qui est sur un personnage qui avait la trentenaire Lucie, et c'est les Humano qui nous ont signé mon premier album. Donc je n'ai pas passé par la case presse pour la bande dessinée comme par Fluide, donc je m'étais enfuie, mais directement par une maison d'édition qui a bien voulu faire l'expérience de nous faire une bande dessinée dite de filles, entre guillemets. C'était quoi ? Ça s'appelait Lucie sans souci. Et ce qui nous a permis, d'ailleurs, ça a été une BD un petit peu remarquée en 2000. C'est l'histoire d'une trentenaire, justement une héroïne qui soit ni une caricature de Wonder Woman, ni une pauvre fille genre Olive de Popeye ou la Castafiore. C'était juste une héroïne normale, dans laquelle on pouvait s'identifier, qui était plus proche des héroïnes de Bretéché, bien sûr, d'une Agrippine. Et puis on a été contacté par Isabelle Camus, qui montait une série qui s'appelait Un gars, une fille, pour faire les premiers scénarios. Voilà, j'ai commencé comme ça, en écrivant des scénarios d'un gars, une fille. Et puis après, j'ai mis un pied dans la bande dessinée, vraiment. J'ai continué, et Véronique aussi, à faire des bandes dessinées de filles. J'aime bien mettre des notes, des gouttes qui tombent partout. Vous avez fini vos petits dessins? Ouais. On peut avoir un bon titre sur le... Oui, mais est-ce qu'on peut parler sérieusement de Fluide Glacial? Non. Bon, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer de définir ce que contient, par exemple, ce numéro 11 d'avril 77, donc le dernier? Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de ce numéro? On peut toujours essayer. Un numéro distancé. Un numéro distancé. Qui d'ailleurs comporte une critique virulente de la société
oppression dans laquelle nous vivons. Il faut bien le dire. T'es oppressé? Oui, je suis oppressé, je reviens tout de suite. Oppressé comme le citron. Il n'y a pas que des dessinateurs, il y a aussi des auteurs, des gens qui ne font qu'écrire dans l'Afrique glaciale. Ce qu'on appelle des rédacteurs. Des rédacteurs. Ouais, mais sérieusement, moi je voudrais qu'on parle très sérieusement de votre travail, mais avec vous c'est dur. Vous défilez, je me demande si c'est par lâcheté, pudeur ou imbécilité. Un peu les trois, mais pas tout à fait les trois quand même. Oui. Bon, c'est ça, ta critique violente de Absolument. Oui, parce que ça va drôlement loin. Ça va très loin. Ouais. Les auteurs, dessinateurs, scénaristes Gottlieb, Alexis et Lou qui ont fondé ce magazine Fluide Glacial, c'était sur la première chaîne en 1977. Je comprends presque pourquoi vous êtes parti avec là, c'était plutôt drôle quand même. Ambiance. Oui, mais on sent quand même que c'est pas évident de se faire une place et que l'ironie doit être là très présente, mais qu'en même temps, on a du mal à la dépasser parfois. Moi, la première chose qu'on m'avait dite à Fluide sur mon dessin, qui était un vrai compliment, ils m'ont dit non, on veut te prendre parce que tu as un dessin viril. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça super chouette d'avoir un dessin viril. Et ça voulait dire quoi pour eux, viril, alors? Eh ben, je vous pose la question. Voilà, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Non, mais que il y avait de la force, de la puissance, que c'était beau, c'était masculin. Quoique, quel que soit le dessin, c'était la façon de travailler, d'avoir un trait puissant, c'était être viril, c'était la qualité. Aujourd'hui, évidemment, ça n'existerait plus. Alors justement, là on était en 1977, aujourd'hui en 2023, comment est-ce que la bande dessinée, le dessin, même Fluide Glacial a évidemment évolué aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé dans la façon de dessiner, on en disait un mot là, dans le ton aussi qu'on emploie aujourd'hui dans les bandes dessinées, dans le choix des personnages, vous parliez tout à l'heure d'une héroïne normale, d'une femme normale, comment ça a évolué selon vous, qu'est-elle ? Eh bien, d'après moi, dans le bon sens, puisque aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes dans la bande dessinée, que ça rejoint un petit peu une phrase de George Sand, finalement. Je l'ai là, la phrase que George Sand a dit sur Indiana. Elle dit: ce que j'ai cherché à montrer dans Indiana, c'est la cause que je défends, celle de la moitié du genre humain, c'est celle du genre humain tout entier, car le malheur de la femme entraîne le malheur de l'homme, comme celui de l'esclave entraîne celui du maître. Je trouve que finalement cette phrase est assez universelle, et même dans la bande dessinée, le fait qu'il manque la moitié du genre humain, donc la moitié de l'humanité n'est pas représentée dans les livres. Il y avait beaucoup d'histoires, moi petite, je lisais beaucoup d'histoires de cow-boys, beaucoup d'histoires d'heroic fantasy, ça m'intéressait plus ou moins. Mais justement, Bretéché tout à coup m'a parlé parce qu'elle parlait des femmes, elle parlait de nos sentiments, de nos émotions, de ce qui nous intéressait. Et quand il y a eu une vague, alors moi j'ai commencé avec Lucie et Lucie sans souci, toute une série après chez Casterman sur Lucie, eh bien très vite il y a eu plein de jeunes filles qui sont arrivées à ce moment-là, dont Pénélope Bagieux qui a développé un peu tout cet univers féminin qui a été très vite taxé de chick-lit. Littérature de chicken quand même. Donc déjà c'était très sexiste comme mot, comme qualificatif, alors que jamais on a considéré que c'était de poulet. Du coup, de poulette. Ah oui, voilà. De poulette, d'accord. Voilà. Alors qu'on n'a jamais dit que c'est de la boylite, la littérature de western, de cow-boy, de bagnole. Enfin, les stéréotypes, en fait, reviennent toujours et collent à la peau des autrices, des femmes. Dès qu'elles font quelque chose, elles sont toujours reléguées dans leur statut, dans leur genre de femme. Donc c'est toujours un peu moins bien, c'est toujours un peu déprécié. Encore maintenant ? Alors de moins en moins, parce que les femmes se révoltent, les femmes finissent par prendre la parole, finissent par réussir aussi ce qu'elles font, et parfois beaucoup mieux que beaucoup d'hommes. Par exemple, au début des années 2000, Marjane Satrapi avec Persépolis, finalement, elle a fait un succès énorme qui a fait dont on parle encore, ouais, on en parle qui a ouvert toujours. la voie. Absolument, on vient de faire un collectif sur l'Iran avec elle, là encore. Elle est indiscutable aujourd'hui, voilà. Et petit à petit, il y a beaucoup d'autrices qui se sont révélées. Aujourd'hui, il y en a pléthore qui sont vraiment formidables, reconnues, qui sont enfin reconnues. Angoulême, qui a longtemps été un festival d'hommes, comme disait Chantelier Angoulman. Maintenant, il y a 2 ou 3 présidentes. Avant, il n'y en avait aucune sur les 50 festivals pratiquement d'Angoulême. Donc les choses changent à toute vitesse, comme un peu partout, je pense, et ça c'est très bien. Et maintenant, les jeunes filles peuvent s'imaginer faire ce métier plus tard, contrairement à ce que moi je ressentais petite. Elles peuvent s'identifier aux héroïnes, elles peuvent retrouver des héroïnes dans les livres d'histoire aussi, partout, dans la littérature, dans le cinéma. C'est très important que la moitié du genre humain soit représentée, qu'on en parle, qu'on en fasse partie, c'est évident. Claire Bouillac, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pourriez ou vous imagineriez pouvoir raconter aussi l'histoire d'un petit garçon ou d'un homme ? Qu'est-ce que ça changerait avec votre prisme à vous ?
A priori, on a envie de parler de ce qu'on connaît le mieux. C'est vrai que moi, je me suis rapidement mise à dessiner des femmes, même quand j'étais petite, parce que c'est ce que j'avais sous la main pour regarder comment ça fonctionnait. Après, oui, pourquoi pas. Mais il y a déjà des tas d'hommes qui s'en chargent, en fait. Donc, je me souviens qu'une fois, on était en dédicace avec Catel et entre ses livres et les miens, il y avait beaucoup d'héroïnes et on nous l'avait fait remarquer, mais tout autour, il y avait que des livres sur des hommes et que ça gênait absolument personne. Ouais. Il y a vraiment le masculin est censé être le neutre et d'ailleurs, dans la langue, ça a été, grâce à Richelieu et à l'Académie française, c'est le cas depuis de nombreuses années, mais ça commence un peu à bouger. Mais voilà, oui, il y a des tas de gens qui le font très bien. Vous, ça vous intéresse pas? Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que pour l'instant, j'ai pas pensé à une histoire qui pourrait m'intéresser plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que si un jour, ça me paraît judicieux de mettre plutôt un garçon, de toute façon, je fais vivre des hommes aussi. Enfin, je veux dire, je dessine des hommes. Hein. Elle rencontre des hommes, Indiana. On n'a pas trop envie de le rencontrer. Vous savez, c'est étonnant. Moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est que ce qui est étonnant, en fait, c'est votre question. Parce que les hommes qui présentent depuis La Nuit des Temps des livres d'hommes, jamais personne leur dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre de femmes? Non, pas un livre. C'est pas un livre de femme. C'est moi, du coup, ça m'intéresserait de voir si un héros garçon vu par vos yeux serait différent de ce qu'on peut, moi, ce qu'on a connu et ce qu'on a pu connaître. Moi, j'ai fait un livre sur Goscinny. Donc, je l'ai fait, mon livre sur un homme, le roman des Goscinny, mais voilà, c'est parce que pour moi, c'est un héros de mon histoire, de l'histoire de la bande dessinée. Évidemment, il est fondamental. D'ailleurs, sans lui, il n'y aurait pas eu Claire Bretéché, puisque c'est lui qui l'a engagé à pilote. Mais sinon, c'est absolument évident que nous qui sommes des femmes, nous avons envie de parler de nous, en fait, tout simplement. Comme les hommes parlent d'eux. Et c'est pas forcément une question de dire, mais est-ce qu'il faut changer de genre? Enfin, c'est naturel. Et cette question, on nous la pose systématiquement à nous. On ne la pose jamais aux hommes. Pourquoi vous ne feriez pas une héroïne, quand même? L'Argoïne, ça pourrait pas être on sait surtout comment elles sont, les héroïnes, parce que Barbarella, ou alors il y a des héroïnes, mais des héroïnes, on connaît. Moi aussi, j'ai fait mon livre d'homme, je fais Francis, le blaireau farceur, avec Jacques Rénal chez Cornelius. Et pour le coup, c'est un blaireau, et vous verrez que il n'est pas super sympa. Voilà, il n'est pas toujours super sympa avec les femmes. Mais oui, il y a les héroïnes des hommes. En fait, quand vous avez Carmen Cru, la Castafiore dont tu parlais tout à l'heure, ou Barbarella, ou des personnages comme ça. En fait, c'est le male gaze dont on parle beaucoup maintenant. Est-ce que nous, on aurait un woman gaze? Je sais pas. Faut regarder dans Indiana si vous pensez que je fais un petit peu. Que pour les hommes. J'allais le redire, Indiana, parce que c'est pour ça que vous êtes venus nous voir ce midi. Adaptation donc du premier roman de George Sand, Catel et Claire Bouillac. Merci beaucoup d'être venus nous en parler. Je vais m'enfoncer dans ma question, Catel, en vous demandant de faire un choix musical entre un homme et une femme, entre Indiana ou George. Vous avez quelques secondes pour choisir et vous consulter. Il faut choisir entre Indiana ou George, et ce sera la chanson musicale de la fin de l'émission. Alors, Indiana ou George? On va faire Indiana. Allez, Indiana. L'ombre descendait sur nous et comme un refrain très doux, le vent chantait, nous berçant. Sous le grand ciel étoilé, ce fut un rêve enchanté, rêve d'un soir, et pourtant, je n'oublierai jamais Indiana et les beaux soirs là-bas. Doucement j'ai connu le bonheur où l'amour a pris mon cœur. Dans la nuit plus belle qu'un poème, sous la pâle clarté. Indiana, donc chanté par Rose Avril. George Sand qui a pris le prénom d'un garçon, on l'a dit, pour pouvoir publier ce premier roman. Catel, vous nous faisiez souligner, donc on le dit et on le répète. Je rappelle que votre bande dessinée Indiana sort aujourd'hui aux éditions d'Argo. Catel et Claire Bouillac, merci à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe des Midi de Culture, Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigniel, Yura Ditech-Pérez et Manon de la Salle. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger. Et à la prise de son, c'est Alex Dang. On se retrouve lundi, Géraldine. Oui, pas demain, comme vous l'avez écrit sur le papier. Lundi, Nicolas. À demain. Ah non, à lundi. À lundi.